à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. C'est pas un blablaïka, mais un petit peu quand même. C'est une petite story time, mais je nommerai plus mes vidéos story time, vous le savez. Je vous ai fait une vidéo sur ça, je vous mettrai le lien juste ici. Mais aujourd'hui j'avais envie de partager mon expérience et de vous donner un conseil, surtout à vous les filles. C'est valable pour les garçons, mais c'est valable plus pour les filles, donc c'est parti. Je sais pas du tout comment commencer cette vidéo, ça va aller un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de souligner l'importance en fait des filles, que vous devez compter que sur vous-même. Je vois beaucoup de filles, souvent dans des téléréalités ou ne serait-ce que les femmes de footballeurs en fait, qui comptent sur quelqu'un d'autre et en fait elles vont droit dans le mur, vous n'êtes pas du tout au courant. On ne comprend pas que de nos jours certaines femmes ne comptent que sur des hommes et que leur principale gratification c'est d'être la femme de quelqu'un. Vous voyez votre réussite à travers l'image d'un homme et de facto en fait à travers la réussite de cet homme, alors qu'en fait vous n'avez rien réussi. La seule chose que vous avez réussi c'est de séduire cet homme là. J'ai l'impression, comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que je vous mettrai juste ici, que c'est un retour en arrière. Nous maintenant les femmes on s'attarde beaucoup sur notre physique pour séduire un homme qui a réussi, au lieu de s'attarder sur des choses beaucoup plus cérébrales pour réussir notre propre carrière. Et malheureusement maintenant il y a des femmes en fait qui sont juste des housewives. Et de toute manière, il y a la télé-réalité, Real Housewives of Beverly Hills, Atlanta, nanani, nanana. Leur seul statut, c'est d'être femme au foyer et c'est d'être la femme de quelqu'un. Pause. Je ne dis pas qu'être femme au foyer, donc s'occuper d'un foyer, s'occuper des enfants, c'est pas quelque chose de gratifiant ou de lucratif. Alors, ce que vous faites, c'est d'élever l'élite de demain, mais il faut quand même trouver quelque chose à côté. Je parle à plusieurs échelles. Je parle des familles qui sont voilà assez pauvres, aux personnes qui sont des superstars, qui sont des millionnaires. Vous faites comment financièrement? Vous faites comment pour dépendre de quelqu'un financièrement? C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous savez pas de quoi est fait demain. Vous ne savez pas si en fait la richesse que votre mari a, c'est une richesse qui est honnête. Donc si il se peut qu'il la perde du jour au lendemain, il se peut qu'il fasse une banqueroute, il se peut qu'il se barre. Et vous savez malheureusement, et j'ai des exemples très proches, très concrets, que même si vous avez des enfants avec quelqu'un, c'est pas l'assurance d'une pension alimentaire. Un homme, s'il veut pas payer la pension alimentaire, il la paiera pas. Ce qui est scandaleux, parce que la pension alimentaire c'est un droit, on est bien d'accord. Mais je pense que quand on est parent et quand on est un être humain en fait, on doit avoir en poche de quoi se nourrir et de quoi nourrir ses enfants. Il est très dangereux de dépendre de quelqu'un et vous allez comprendre pourquoi. Moi dans ma vie, je ne dépends que de moi-même. Je ne peux même pas en fait compter à 100% sur ma mère, parce que je me dis, ma mère déjà, voilà, elle a 50 et quelques années. Enfin, non, elle a 30 ans. Elle en paraît 30, mais elle a besoin de faire sa vie en fait. Maintenant, elle a besoin de penser à elle. Et j'ai une petite soeur aussi qui a besoin d'aide. Et mais hormis cela, si ma mère n'est plus aujourd'hui, comment je fais? Donc, je dois vraiment compter que sur moi-même. Et c'est pour ça que j'essaie de construire ma carrière. I'm building my empire. Yeah! Bref, vous m'avez comprise. Je ne compte pas du tout sur le père de mon fils. Je ne lui fais absolument pas confiance. Et pourtant, j'ai une super relation avec lui. Il s'occupe vraiment bien de Nounou. Mais je vais vous expliquer pourquoi je ne lui fais pas confiance. Là, c'est la partie story time qui commence. Je pense que c'est celle qui va vous intéresser le plus, puisque vous êtes, voilà, des petites maquerelles. Cette histoire s'est passée en 2014. Je venais d'avoir Nounou. J'étais dans un état d'esprit très spécial parce que 10 mois plus tôt, j'avais perdu mon premier fils. J'étais très perdue. Déjà quand on accouche c'est assez particulier, mais là j'étais très perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. La seule chose qui était sûre c'est que je voulais voilà élever mon fils, mais j'avais plus du tout d'ambition professionnelle. Et à la base, même quand j'étais venue en Martinique avec le père de mon fils, on s'était dit voilà, qu'il travaillerait et que je resterais à la maison et qu'on ferait d'autres enfants. Malheureusement, la vie a fait que voilà, on a perdu notre fils et tous les deux, on était très déboussolés. Bref, financièrement, ça n'allait pas du tout. De mon côté, je vous cache pas, là ça va beaucoup mieux, je pense que vous le pensez, vous le voyez, pardon. C'est vraiment la catastrophe, je touchais les revenus de la CAF. Et c'était très compliqué pour moi à gérer parce que voilà, j'étais partie en Martinique et je ne pouvais plus rentrer en France à cause de ma
ma grossesse. Et en fait, en Martinique, je vivais comme une métropolitaine. Alors que si vous gagnez pas beaucoup d'argent en Martinique et que vous vivez comme une métropolitaine, c'est-à-dire qu'il vous faut votre Nutella de marque, il vous faut ceci, il vous faut cela, des choses qui coûtent extrêmement cher, vous n'allez pas vous en sortir financièrement. Pour être plus concrète, je recevais mon argent le 6, le 10, grand max, j'étais en souffrance. Je n'avais presque plus d'argent et j'utilisais mon découvert. Moi, personnellement, je faisais des crédits à certaines boutiques qui acceptaient voilà, de me donner des produits gratuitement, temporairement. Après, je leur rendais l'argent. Mais c'était très compliqué. Mais bon, je m'en sortais parce que j'avais le père de mon fils et de toute manière, on s'était mis d'accord. Il travaille, je reste à la maison. Donc, si je n'ai pas beaucoup de revenus, c'est pas grave. Mon boulot, c'est de m'occuper de la maison et de mon fils. Malheureusement, le 13 novembre 2014 est arrivé. C'est mon anniversaire, j'avais eu 21 ans et mon fils est tombé malade en même temps. Il avait 1 mois et quelques, il avait un peu plus d'1 mois, tout juste un peu plus d'1 mois et il a eu une bronchiolite, donc il a été transporté d'urgence à l'hôpital et on était en Martinique, donc on est parti à la Ménard, hôpital où mon premier fils est décédé. On est parti aux urgences pédiatriques et ça a été un grand choc émotionnel en fait pour nous. D'un coup, on reprenait tout ça dans la figure parce que rien n'avait changé. Les médecins étaient toujours là. Les médecins nous ont reconnus. Ils étaient contents pour nous, mais un peu inquiets parce qu'on revenait à l'hôpital avec un enfant. Il s'avérait que nous n'avions rien. Il avait juste une bronchiolite, mais étant donné qu'on n'avait pas son écho-cœur et qu'il avait à peine 1 mois, on a préféré l'hospitaliser. On est hospitalisé donc à la Ménard. L'étage au-dessus, pratiquement chambre pour chambre, où son frère était, voilà, est parti. Donc ça a été vraiment un très gros choc pour nous. Moi personnellement, j'essayais d'être forte, mais j'étais très nerveuse, je pleurais énormément. Et le père de mon fils, je pensais qu'il tenait le coup, mais en fait pas du tout. Un jour, alors que mon fils était hospitalisé, j'ai voulu rentrer chez moi, aller chercher des affaires et en fait prendre un peu l'air. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rentrer chez moi pour des raisons de sécurité. Le père de mon fils avait totalement pété les plombs justement parce que c'était un trop gros choc émotionnel. Et le père de mon fils, bon, il a beau avoir, soi-disant d'après lui, voilà, une attitude et une apparence de gangster, pas du tout. C'est un gros cœur d'artichaut, il est très sensible, surtout concernant ses fils. C'est vraiment, voilà, c'est toute sa vie, donc il avait littéralement pété les plombs. Et pour des raisons de sécurité, je ne pouvais plus rentrer chez moi, j'étais dehors. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais à la rue, sans argent parce que je pense qu'on était le 15 ou quelque chose comme ça, dans un pays que je connais pas, où je n'avais pas de famille. Ça a été un choc, mais pas tellement, j'ai pas tout de suite réalisé parce que j'étais à l'hôpital justement. Mais j'étais à la rue, sans personne parce que le père de mon fils, voilà, il était out. Financièrement, émotionnellement, je pouvais plus du tout compter sur lui. Il faut faire comme s'il n'existait pas en fait. Et je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus rien. La seule chose que j'avais, Dieu merci, c'était 2 gros paquets de couches pour mon fils. 2 ou 3 paquets de couches pour mon fils, mais vraiment les très gros cartons que j'avais pour mon fils. Et plusieurs cagettes de sérum fille parce que j'avais fait des provisions. Et le lait, j'en avais pas besoin parce que voilà, il prenait le sein. Et dans un premier temps, je suis restée à l'hôpital quand je me suis retrouvée sans domicile et sans argent. Je suis restée à l'hôpital parce que psychologiquement, ça n'allait pas bien et j'ai fait appel à l'assistante sociale. Ils ont accepté de me garder pendant quand même pas mal de temps en fait. Pendant pas mal de temps. Et ils ont eu la gentillesse de me donner 3 ou 4 repas par jour, le matin, le midi, le soir, plus un petit goûter si j'en avais envie. Et je tenais à remercier aujourd'hui l'hôpital de la Ménard d'avoir fait ça pour moi, même si je sais que voilà, j'ai eu des réactions un peu excessives des fois quand on a faim, vous savez. Ça a été très difficile pour moi dans mon intégrité de femme, de personne, de maman, de demander à manger parce que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Pour moi, voilà, j'ai été élevée dans une maison où on tire le frigo, on a à manger, on mange plus qu'on a besoin. D'ailleurs, par la suite, j'ai été transférée dans un hôtel à Rivière-Salée où je suis restée, pas mal de temps.
Là, ça a été très compliqué à Rivière-Salée. À Rivière-Salée, j'avais une sorte de chambre avec une salle de bain. Et en fait, sur le palier, oui, c'était sur un palier en fait qui donnait dehors sur un jardin. J'avais une cuisinière, un évier et un frigo, ce qui était vraiment pas mal. Donc quand j'avais de l'argent, je faisais directement des courses que je mettais au frigo. Malheureusement, il y avait d'autres personnes qui étaient dans ma situation et des personnes qui étaient à l'hôtel en fait pour un séjour qui volaient ma nourriture. Ça a été très difficile à Rivière-Salée parce que j'étais vraiment voilà, dans les profondeurs de Rivière-Salée. Donc il y avait beaucoup de moustiques et en dépit de l'anti-moustique, c'était voilà, très compliqué. À la période, il y avait le chikungunya et le début du Zika. Donc j'avais vraiment très peur. Dieu merci, on n'en a pas eu. En plus, nous, il était très petit. Il y avait beaucoup de ravettes aussi. Et je vous dis, hein, les ravettes de Martinique, c'est pas les petits caca qu'il y a ici. Hein. C'est des gros ravets comme ça. Ça fait super peur. Enfin bref, ça a été super compliqué. Et j'étais une femme seule avec un enfant. Je vais vous raconter une petite mésaventure. La personne qui tenait l'hôtel avait un fils qui est logé dans l'hôtel avec sa copine, qui était très sympa au début, qui me montait le morne parce qu'en fait, je vous explique qu'il y avait un petit morne à monter, enfin un grand morne hyper raide à monter pour se retrouver dans la rue pour faire du stop parce que malheureusement, il n'y avait pas de bus. Il était très gentil au début et il m'a fait comprendre voilà, qu'il voulait qu'on fasse un plan A3. En plus de cette petite mésaventure, j'avais la pression de l'administration sociale qui me dit mademoiselle, voilà, mademoiselle Aïka, il faut que vous trouviez une solution pour votre situation parce que voilà, votre fils il est petit, nounou, voilà. Ils insinuaient en fait qu'ils allaient me prendre mon enfant, chose que je conçois totalement parce qu'un enfant de 1 mois et demi, ça ne peut pas rester dans un hôtel avec des gens malsains, avec une situation malsaine et un environnement malsain. Donc ça a vraiment été une période très difficile pour moi. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu ne partais pas? Alors, je ne partais pas pour plusieurs raisons parce que bizarrement, les services sociaux me disaient de choisir, soit ils me faisaient une demande pour avoir un logement en Martinique ou soit il fallait que je parte, mais pour ça il fallait que je fasse la carte d'identité de mon fils, mais encore une fois je n'avais pas d'argent et en même temps l'hôpital me disait que je devais rester afin de faire l'écho-cœur de nounou parce que quand on a une cardiopathie, prendre l'avion c'est pas très conseillé ou il faut prendre des précautions. Enfin bref, j'étais tiraillée un peu de partout. Ça a vraiment été très difficile. Ma maman m'a beaucoup soutenue moralement mais elle ne pouvait pas trop le faire parce qu'elle était à 8000 km et financièrement voilà. Dans ce malheur, heureusement que j'ai eu quelqu'un, c'est ma belle-sœur Anne-Marie. Je vous mettrai pas de photo parce que je pense pas qu'elle va être exposée mais bon, c'est la tante de mon fils, Anne-Marie. En fait, je lui parlais plus à cette époque et j'avais son numéro. Et j'étais tellement dans une situation compliquée que je me suis dit, allez Aïka, voilà, tu vas baisser ton froc. Et j'ai décroché le téléphone. Je lui ai dit, Anne-Marie, j'ai besoin que tu viennes. Et elle est venue. Et elle m'a pas posé de questions. Elle était contente de voir son neveu. Elle est venue avec sa soeur d'ailleurs. Elle était très contente de voir leur neveu, très ému. Et elle m'a aidée. Elle m'a aidée moralement parce que elle était toujours là pour moi. Oh là là, je vais pleurer. Elle a toujours été là pour moi pour répondre aux appels. Elle m'a aidée au niveau de la mobilité parce qu'en Martinique, dès que vous n'avez pas de voiture et en plus que vous êtes sur Rivière-Salée, là, dans les fins fonds de Rivière-Salée, c'est compliqué. Donc elle avait une voiture, elle a son permis, donc elle m'a aidée à faire les courses, aidée à emmener nounou à l'hôpital. Moi-même aller à l'hôpital parce qu'au bout d'un moment, j'étais malade. Elle m'a aidée financièrement, je dis haut et fort. Ma belle-sœur m'a donné de l'argent et elle m'a aidée spirituellement parce que c'est grâce à elle clairement que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Elle m'a amenée dans une église où j'ai vraiment vu la face de Dieu. Bref, ma belle-sœur m'a sauvé la vie et m'a évité de perdre un second enfant parce que clairement c'était tellement compliqué que je pense pas que j'aurais pu régler ma situation. Et d'ailleurs elle s'est assurée que je prenne l'avion et que je retourne en France, hein. C'est elle qui m'a mis dans l'avion et qui voilà, qui s'est assurée que voilà, tu repars. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que la famille c'est pas qu'une question de sang en fait, parce que je ne compte pas la famille de ma mère mais
Par exemple, pour la famille de mon père, des gens qui ont le même sang que moi, personne n'a fait un quart de ce qu'elle a fait. Personne ne décrochait le téléphone pour savoir Aïka si tu vas bien. Mais pour voilà faire des songi ou voilà faire les maquerelles. Bref, mais personne n'a fait ce qu'elle a fait pour moi parce que sans cette fille-là, en fait, sans Anne-Marie, sans toi Anne-Marie, je pense que Nounou il serait parti à la DAS. Parce que c'était à ce point-là en fait. J'étais dans un tel gouffre financier que c'était à ce point-là. Anne-Marie, je le dis devant tout le monde. Personne ne voit c'est qu'Anne-Marie, mais moi je le dis devant tout le monde. Tu sais très bien que moi, Nounou d'ailleurs qui te demande beaucoup et Rodrigue, on t'aime énormément. Et merci, 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 merci. Je ne pourrai jamais te dire autant merci pour ce que tu as fait. Pour finir avec cette histoire et avec cette vidéo, le problème c'était quoi? Le problème c'est que j'ai dépendu du père de mon fils. J'ai dépendu de lui totalement. Et ce qui lui est arrivé, c'est pas de sa faute. Il nous est arrivé beaucoup de choses en même temps. C'était difficile à gérer. Mais le fait que je dépendais totalement de lui, voilà, m'a entraîné dans une chute qui aurait pu être mortelle pour moi. Parce que clairement, si j'avais perdu Nounou, je sais pas si j'aurais pu le supporter en fait. Si mon fils aurait été pris par la DAS, en plus en Martinique, je sais pas si je l'aurais supporté en fait. Mais bref, les filles, ne dépendez sur personne d'autre que vous-même. Créez-vous une carrière. Si vous ne voulez pas aller à l'école, c'est pas grave, pas digue. Créez un business, mais ne dépendez pas de vos hommes parce que personne n'est fiable en fait. Vos hommes ne sont pas fiables parce qu'ils ne sont que des hommes avec un H comme vous l'êtes également. Et donc des fois, effectivement, ils peuvent partir pour quelqu'un d'autre, ils peuvent vous laisser alors qu'à la base même, vous aviez pris des engagements, vous vous êtes dit bon doudou on fait comme ci comme ça, mais c'est pas sûr qu'ils tiennent les engagements. Nous avons la chance d'être en 2017, d'avoir le droit d'aller à l'école, d'avoir le droit d'avoir un chéquier, d'avoir le droit d'avoir une carte bleue, d'avoir le droit d'être quelqu'un en tant que femme. Vous comprenez pas l'importance que ça. Peut-être je parle avec passion, mais moi, ce qui m'est arrivé, d'aller dormir le soir et en me glissant dans mon lit, en me disant mais qu'est-ce que je vais manger demain matin? Et si j'ai des sérums filles à acheter à mon fils, comment je vais faire? J'ai pas envie que ça vous arrive. Donc les filles, prenez votre avenir en main. Tout ça pour vous dire, ne comptez que sur Dieu si vous êtes croyant et sur vous. Moi, c'est ce que je fais depuis. Et ça me réussit. Pour finir un peu l'histoire, parce que je ne l'ai pas terminée, je suis remontée en France. J'ai réussi à remonter en France. Je suis repartie en Martinique, vivre en Martinique. Et très clairement, je me suis rendu compte que voilà, en Martinique, pour le moment, je ne pourrais pas trouver de travail. Donc, autant que je remonte en France, que je blinde mon CV et qu'après, je redescende en Martinique. En tout cas, c'est pour ça que je suis en France actuellement. Et pour le moment, ça me réussit professionnellement. Ça va. Et j'ai des projets à côté grâce à vous, grâce à YouTube. Bref, je vous en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait réfléchir, les filles. Ne vous attardez pas sur votre plastique pour séduire des footballeurs, des basketballeurs ou tout ce que vous voulez. Faites travailler vos méninges. Faites construire votre empire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air. Et je vous dis à la prochaine! You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.